Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le double assassinat de l'aéroport de Bastia-Porretta en 2017, jugé aux assises. 16 accusés comparaissent du 6 mai au 5 juillet devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. Parmi les accusés, le tireur présumé, un ancien footballeur professionnel âgé de 32 ans aujourd'hui, Christophe Guazzelli. D'après l'enquête, l'homme voulait venger son père, membre d'un gang corse qui était tombé dans un guet-apens en 2009. Cet épisode de Code Source est raconté par Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien. Le mardi 5 décembre 2017, à l'aéroport de Bastia à Porretta, il fait beau. 2 membres du milieu corse sont tués par balle à 11h22. On a choisi de commencer ce podcast quelques dizaines de minutes plus tôt. Il y a là, sur place, une gardienne de prison, une gardienne de la prison de Borgo, et un peu plus loin, un certain Christophe Guazzelli, accompagné de son frère. Damien Delsoni, Christophe Guazzelli, à quoi est-ce qu'il ressemble, pour qu'on puisse se l'imaginer ? Alors Christophe Guazzelli, à l'époque, c'est un jeune homme qui a 26 ans. Il est brun, il a des yeux très clairs, un regard très perçant. Il est assez sportif, il fait 1m80 pour 70 kg et c'est vraiment un beau garçon, on peut dire. Christophe Guazzelli a grandi en Corse où son père est une figure du banditisme. Oui, il est le fils de Francis Guazzelli. C'est un des membres fondateurs de la légendaire bande criminelle dite de la Brise de Mer. C'est quoi la Brise de Mer, le groupe dont le père de Christophe est parti ? Alors, la Brise de Mer, au départ, c'est un bar de Bastia. Et dans les années 80, il y a un groupe de jeunes qui se réunit souvent dans ce bar. Alors, il y a Francis Guazzelli, il y a un certain Francis Mariani, il y a un certain Richard Casanova. Ils sont issus de milieux sociaux assez différents. Il y en a qui viennent de milieux un peu aisés, d'autres beaucoup moins. Et cette bande qui va se constituer dans ce bar, elle va commencer par s'attaquer un peu aux boîtes de nuit, à faire de l'extorsion de fonds, du racket dans un certain nombre de boîtes de nuit. Puis après, ils vont passer à l'étape supérieure, ils vont commencer à faire des braquages. Alors d'abord ils vont rester sur l'île et puis ils vont prendre de l'importance et ils vont faire ce casse mémorable qui va avoir lieu à Genève en Suisse, dans les locaux de l'Union des banques suisses. Ça se passe en 1990. Un casse record en Suisse. Les 4 braqueurs d'une banque de Genève, toujours recherchés par la police helvétique. Les 4 hommes ont dérobé 140 millions de francs dans une banque de Genève. Ils se sont enfuis à bord de 2 voitures immatriculées en Haute-Savoie. Selon la police, il s'agit de professionnels qui ont bénéficié de complicité. C'est un braquage légendaire et retentissant, notamment parce qu'ils vont y dérober l'équivalent à l'époque de 20 millions d'euros. Et ce trésor de guerre va constituer à la fois la légende et toute la richesse de cette bande de la Brise de Mer. Christophe, il admire beaucoup ce père. Il y a évidemment une forme d'admiration, d'abord parce que c'est son père, et ensuite parce que même si on est en Corse et que tout ça est quand même recouvert d'une certaine forme d'omerta, il y a évidemment la fierté d'être le fils de quelqu'un qui est réputé et qui est craint aussi. Mais lui, Christophe, quand il est enfant, ce qui le passionne, c'est le foot. Dès son adolescence, il va quitter l'île pour aller intégrer le centre de formation de Clairefontaine en région parisienne, qui est un peu la pépinière des joueurs de football professionnels français. Et il va poursuivre un cursus qui va le mener à Monaco, qui va le mener ensuite à Châteauroux. Et à l'été 2009, il intègre l'équipe professionnelle du FC Nantes Atlantique, qui est en Ligue 1, donc c'est un gros club. Alors il intègre l'équipe réserve, mais enfin il est très jeune, il a à peine 19 ans, 18 ans à l'époque. Et donc il va intégrer le FC Nantes à l'été 2009. Et d'un mot, ses parents sont contents de le voir partir sur le continent, aussi quelque part pour lui éviter les ennuis. En tout cas, notamment sa maman. Évidemment, elle voit d'un bon œil qu'il s'extrait à la fois de l'île et qu'il s'extrait à la fois du milieu, au sens strict du terme, et qu'il choisisse une autre voie beaucoup plus légale. Quand Christophe a 18 ans, en 2009, alors qu'il vient tout juste de signer au FC Nantes, le dimanche 15 novembre, son père est pris pour cible. Il tombe dans un véritable guet-apens. Ça se passe d'ailleurs tout près du village familial de La Porta. On est un peu au sud de Bastia, dans une zone qui commence à être montagneuse. Et son père, ce matin-là, il part à la chasse. Il est au volant de son pick-up sur une route qu'il connaît par cœur. C'est une route assez sinueuse. Et à la sortie d'un virage, il est attendu par 2 tireurs qui se sont cachés un peu dans le maquis, qui l'exécutent au volant de sa voiture. Beaucoup de projectiles, des fusils à pompe, une arme de poing également. Il est touché et son 4x4 va partir tout droit et va tomber dans un ravin, une quinzaine de mètres en contrebas. Et il va être découvert 2 heures plus tard environ par des personnes qui habitent un village pas très loin et qui ont entendu des détonations. Et il va être découvert mort dans sa voiture.
Francis Guazzelli est loin d'être le seul membre de la Brise de Mer à tomber sous les balles. L'année 2009, elle est marquée par une quasi-extermination de la troupe légendaire de la Brise de Mer, puisque cette même année, Francis Mariani, Pierre-Marie Santucci ont eux aussi été abattus. Et l'année d'avant, en 2008, c'est Richard Casanova aussi qui a été abattu. Donc quelque part, tout le noyau dur de la Brise de Mer est tombé dans des guet-apens et dans des assassinats. 4 morts, la série débute en avril. Richard Casanova est abattu à Porto Vecchio. Ensuite tombe sous les balles Jean-Claude Colonne. Jeudi dernier, près de Corté, c'est Daniel Vittini qui succombe. Puis vient Ange-Marie Michelotti. Tour à tour sont frappés l'entourage de Jean-G Colonne et celui de la Brise de Mer, dont l'emprise se serait étendue au fil du temps bien au-delà de la région bastiaise. Pour son fils Christophe, dans sa vie, il y a un avant et un après, au-delà du deuil et de la douleur d'avoir perdu son père, sa vie bascule. Son père était un membre fondateur d'une bande criminelle qui avait encore beaucoup d'importance et surtout beaucoup de revenus, et souvent des revenus cachés. Et quelque part, toute cette richesse issue du banditisme, elle échappe de fait à la famille Guazzelli. Tous les revenus occultes qu'ils avaient, ils n'existent plus après la mort du père. Donc il est à la fois, évidemment, plongé dans une tristesse d'avoir perdu son père, mais il y a aussi tout un héritage qui va disparaître. Il se fait la promesse de venger son père. Il se fait cette promesse, effectivement, d'être celui qui va venger son père, et il va, en quelque sorte, endosser au fil du temps ce costume de celui qui doit venger le clan. Quelques années plus tard, en 2012, à 21 ans, Christophe entame une carrière de voyou. Oui, on est donc à peu près 3 ans après la mort de son père. Il a quitté depuis le monde du football. Il a été licencié par le FC Nantes parce qu'il ne venait plus à l'entraînement. Et effectivement, on comprend pourquoi. En fait, Christophe Guazzelli, il a basculé dans la délinquance, il a basculé dans le trafic de stupéfiants. C'est effectivement le premier pas qu'il fait dans ce milieu-là. On sait ce qu'il fait comme activité criminelle ? Il s'est en quelque sorte mis en affaire avec d'autres trafiquants qui eux sont plutôt sur le continent, plutôt sur la région, la grande région marseillaise, et il va travailler avec eux notamment pour acheminer des produits stupéfiants, en majorité du cannabis mais aussi de la cocaïne, sur l'île, et donc en quelque sorte il devient une courroie entre la région marseillaise et la Corse au niveau du trafic de stupes. On en revient à l'année 2017. Christophe Guazzelli ne le sait pas, mais à ce moment-là, il est sous surveillance policière. Il est soupçonné d'importer en quelque sorte sur l'île des quantités assez importantes. On parle de plusieurs dizaines de kilos de stupéfiants, résine de cannabis, cocaïne. Il y a aussi une suspicion qu'il y ait des armes qui circulent entre le continent et l'île de Beauté. Donc il est à l'époque suivi, filé, surveillé même au niveau téléphonique par les policiers. Et en parallèle de ce trafic de stupéfiants, Christophe Guazzelli prépare sa vengeance. Il a à côté de lui son grand frère Richard, il a aussi des amis, et puis parmi ses amis, il y en a un qui s'appelle Ange-Marie Michelotti, qui a la particularité, un peu comme lui, d'avoir perdu son père dans un règlement de compte. Il y a une forme d'association entre Michelotti et Guazzelli qui se base à la fois sur la vengeance, parce que tous les deux veulent venger leur père, et puis aussi sur la reprise d'un certain nombre de parts de marché dans le banditisme. Donc ils vont tous les deux en quelque sorte s'auto-animer pour monter cette vengeance. Au tout début du mois de décembre 2017, un jour, Christophe Guazzelli prend une route nationale à contresens pour échapper à une filature. Il se sait surveillé. Damien Delseny, l'un de ses proches, essaie de le dissuader de passer à l'action alors qu'il est précisément dans le collimateur des policiers. Et ce proche, c'est pas n'importe qui, c'est Jacques Mariani. Jacques Mariani, c'est lui-même le fils de Francis Mariani, un autre héritier de la Brise de Mer, qui lui est un bandit plus âgé, beaucoup plus ancré dans la délinquance. Il a déjà passé plusieurs dizaines d'années en prison. Jacques Mariani, il connaît le système des surveillances policières, les enquêtes, les filatures, les écoutes téléphoniques. Et effectivement, il alerte Christophe Guazzelli en lui disant « Moi aussi, je veux me venger », parce que lui aussi, son père s'est fait tuer. Il essaie de lui dire « Prends ton temps, fais attention ». Et Guazzelli, il ne comprend pas d'ailleurs. Lui, il veut absolument régler ses comptes vite et de manière extrêmement violente et spectaculaire. Damien Delseny, on l'a dit au début de ce podcast, le matin du mardi 5 décembre 2017, à l'aéroport de Bastia Porretta, où Christophe Guazzelli a prévu de se venger de la mort de son père avec la complicité de son frère Richard. Il y a donc sur place une gardienne de prison. Elle a travaillé de nuit, elle est en repos. Elle s'appelle Cathy Sénéchal, elle a 41 ans. Elle est la mère de 5 enfants. Racontez-nous un peu son parcours, ce qu'on sait d'elle.
C'est une femme qui est plutôt originaire du nord de la France. Elle a grandi dans une famille avec un père très absent qu'elle a d'ailleurs très peu connu. Elle a été élevée par son beau-père. Elle fait de l'anglais, d'abord à la fac, et puis elle se décide à être hôtesse de l'air. Simplement, elle est recalée au dernier test qu'elle doit passer, donc elle ne peut pas être hôtesse de l'air. Alors elle va, pendant quelques années, faire des petits boulots, travailler notamment dans une école maternelle. Et puis un jour, elle passe un bilan de compétences. Et dans ce bilan de compétences, on lui dit « Tiens, pourquoi vous ne tenteriez pas de devenir gardienne de prison ?» Elle va passer l'examen, elle va l'obtenir, et donc en 2006, elle va rentrer dans l'administration pénitentiaire comme gardienne de prison, d'abord à la prison de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, en banlieue parisienne, puis à la prison de la Santé à Paris, c'est son deuxième poste. Et la prison de la Santé, en 2014, elle ferme pour des raisons de travaux, et elle va demander sa mutation à la prison de Borgo, donc à côté de Bastia en Corse. Pourquoi elle demande Borgo ? Parce que pendant son séjour à la Santé, elle a croisé un détenu qui était originaire de Corse et qui lui a vanté les mérites de la prison de Borgo. Damien Delsoni, comment Cathy Sénéchal s'acclimate à cette prison où elle arrive en 2014 ? Alors, elle s'acclimate plutôt vite et plutôt bien pour deux raisons. Elle est fascinée par deux choses à l'époque. Elle est fascinée par le banditisme, la criminologie, expliquera-t-elle, un peu au sens plus large et plus scientifique. Et puis, elle va se passionner pour l'histoire de la Corse. Elle va lire beaucoup de livres sur l'histoire de la Corse. À ce moment-là aussi, elle regarde la série Mafiosa qui parle du milieu corse. Oui, alors c'est une série qui est diffusée sur Canal+ à l'époque, avec une héroïne d'ailleurs, qui est une femme qui est d'abord avocate et puis qui devient une sorte de chef de gang criminel. Je m'appelle Sandra Paoli. À la mort de mon père, François Paoli, chef d'un des plus puissants clans de l'île, c'est moi, jeune avocate qui héritait des affaires. J'avais 30 ans. C'est ce que tu ressens. Non, tu le sauras jamais. Mon frère Jean-Michel a accepté d'être le second, au début. Depuis ce jour, rien n'a plus été pareil entre nous. Mais qu'est-ce qui t'arrive là-haut ? T'essaies de me faire payer quoi ? J'ai dû m'imposer, par tous les moyens. Une femme, chef de clan, c'est comme les pédérastes. C'est contre nature. Et effectivement, elle va en quelque sorte nourrir la fascination qui est la sienne pour le milieu, pour les clans corses. Elle se rapproche des détenus ? Alors, évidemment, à la prison de Borgo, l'immense majorité des détenus sont corses. Et effectivement, elle va, alors, non pas devenir forcément l'amie de tout le monde, mais elle va entretenir des rapports qui sont au-delà des rapports d'une surveillante de prison avec des détenus. Elle va devenir, effectivement, assez familière avec certains d'entre eux. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement ? Est-ce qu'elle leur rend des services, de façon illégale, évidemment ? Elle rend des petits services, mais qui sont importants quand on est détenu. Elle va faire rentrer des téléphones, elle va faire rentrer un peu de shit. Elle met un peu la main dans quelque chose d'illégal et c'est comme ça qu'elle se rapproche de certains détenus. À l'automne 2017, Cathy est approchée par un ancien détenu de la prison de Borgo. Quelques semaines après sa remise en liberté, un homme dont vous avez déjà parlé, Ange-Marie Michelosi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur lui ? Ange-Marie Michelosi, alors c'est Ange-Marie Junior parce qu'il porte exactement le même prénom que son père. Son père, donc, c'était un membre du banditisme plutôt du sud de l'île, de la région d'Ajaccio. Et donc Ange-Marie Junior, il a sensiblement le même âge, c'est la même génération que les fils Guazzelli. C'est pas le même gabarit. Ange-Marie Michelosi Junior, c'est quelqu'un d'assez massif, il fait près de 140 kilos. C'est quelqu'un qui effectivement dans ce milieu de la voyoucratie corse a un aspect un peu bonhomme. Et donc qu'est-ce qu'il vient dire à Cathy ? Comment ça se passe au départ ? Il approche Cathy Sénéchal pour un peu prendre la température, voir ce qu'elle est capable, jusqu'où elle est capable d'aller pour eux. Il lui propose éventuellement de lui faire rencontrer des personnes pour qu'elle rende des services. Évidemment, pour l'appâter, il lui parle aussi d'argent. Il lui dit qu'elle sera rémunérée. Il lui évoque même un montant à 6 chiffres, c'est-à-dire plus de 100 000 euros. Cathy Sénéchal, elle se sent en confiance avec lui. Elle se sent parfaitement en confiance et quelque part, elle n'est pas du tout difficile à convaincre. Elle est à un moment de sa vie où elle s'ennuie. Elle a 5 enfants, c'est quand même une mère de famille avec tout ce qu'il y a de plus classique en apparence, mais effectivement en coulisses, sa vie de couple, c'est pas ce dont elle rêvait, et encore une fois, sa vie professionnelle qui l'amène à côtoyer et à fréquenter quotidiennement des voyous membres du grand banditisme corse, ça va la faire complètement rêver et complètement craquer. Ange-Marie Michelosi met en contact Cathy avec d'autres malfaiteurs corses. Oui, et alors, dans des scénarios dignes de la série Mafiosa qu'elle a regardé avec avidité quelques mois auparavant,
On va lui fixer des rendez-vous la nuit, souvent vers 22h30, 23h, sur des parkings. Et elle va voir arriver des voitures avec des personnes dont les visages sont plus ou moins masqués, soit par des casquettes. Elle évoquera des cagoules. Et on lui demande des choses, on lui passe commande d'un certain nombre de choses. Notamment, on va lui demander par exemple de fournir un uniforme de gardien de prison. Donc c'est quand même très concret. C'est-à-dire, qu'est-ce que des voyous peuvent faire d'un uniforme de gardien de prison? Et elle va s'exécuter, elle va le mettre dans un sac et un soir elle va aller remettre ce sac. Elle explique, on ouvre le coffre d'une voiture qui s'ouvre, elle pose ce sac avec l'uniforme à l'intérieur du coffre. Et ces bandits lui donnent un téléphone sécurisé. Ce qu'on appelle un téléphone PGP. Alors, ce sont des téléphones qui ont des formats de BlackBerry. La spécificité de ces téléphones, c'est qu'ils sont réputés inviolables, que toutes les messageries sont totalement cryptées, et c'est vraiment une méthode utilisée par les membres du grand banditisme et beaucoup utilisée aussi dans le trafic de stupéfiants. Soyons clairs, ces malfaiteurs, ce qu'ils veulent, c'est notamment des informations sur des cibles. Clairement. En fait, au-delà de l'uniforme qu'ils ont demandé, ils demandent très clairement à Cathy Sénéchal les dates de sortie d'un certain nombre de détenus qui sont à Borgo. Ils lui demandent aussi des descriptions physiques. Enfin, ils sont en recherche de renseignements sur un certain nombre de personnes qui sont à l'époque détenues à Borgo. On en revient au début de cet épisode de Code Source, le mardi 5 décembre 2017. Ce matin-là, Cathy est déposée à l'aéroport de Bastia Porretta par son mari à 8h45. Ensuite, pour elle, commencent plusieurs heures d'attente. Elle a raconté une histoire en disant, voilà, on était fâchés et j'avais dit que je voulais prendre l'air et que je voulais partir quelques jours sur le continent. Donc effectivement, son mari la dépose en pensant qu'elle va prendre l'avion pour aller à Paris ou à Marseille. Et donc elle arrive, il est plutôt tôt ce matin-là, et elle va commencer un certain nombre d'allées et venues, à la fois à l'intérieur de l'aérogare et à l'extérieur. Il faut savoir que l'aéroport de Bastia, c'est un petit aéroport. Donc effectivement, elle est vue dehors, dedans, elle fait des allées et venues. Comment est-ce qu'elle est vêtue ? Elle est vêtue d'un blouson assez ample. Alors elle est d'une carrure assez large aussi, Cathy Sénéchal, et elle a un pantalon type camouflage de couleur kaki. Peu après 11h, un avion en provenance de Paris-Orly atterrit. À bord, il y a un membre du milieu corse, Jean-Luc Codaccioni, qui vient de passer quelques jours chez sa nièce, la chanteuse célèbre, révélée par la Star Academy, Jennifer. Racontez-nous la suite. À l'époque, il est détenu, Jean-Luc Codaccioni. Il a une permission de sortie de quelques jours dans le cadre de sa prochaine sortie et sa prochaine réinsertion. Il a effectivement été passé quelques jours à Paris chez Jennifer, comme il le fait d'ailleurs à chaque fois qu'il a une permission de sortie, qu'il va à Paris, il loge chez Jennifer. Là, il revient en Corse parce que sa permission de sortie va se terminer, qu'il doit réintégrer la cellule dans laquelle il est à Borgo le soir même. Il est un tout petit peu avant 11h20, l'avion vient de se poser. À Bastia, quand on sort de l'avion, on sort par une passerelle extérieure, donc on marche quelques mètres sur la piste, ce que fait Jean-Luc Codaccioni. Et après, on rentre dans l'aérogare au niveau du hall des arrivées, et on a encore quelques mètres à franchir avant de sortir de l'aéroport au niveau des parkings. Et il est à peu près 11h20 quand Jean-Luc Codaccioni se trouve dans l'aérogare. Et là, donc, dans cet aérogare, il y a la gardienne de prison, Cathy Sénéchal. Oui, et Cathy Sénéchal va être vue par des caméras de vidéosurveillance qui seront visionnées un peu plus tard, arriver en courant vers Jean-Luc Codaccioni pour lui faire la bise. Que se passe-t-il ensuite ? Il est 11h22, Jean-Luc Codaccioni sort de l'aérogare au niveau de la porte du hall des arrivées. Il sort avec un ami qui est venu le chercher à l'aéroport. Et là, Jean-Luc Codaccioni et cet ami s'apprêtent à traverser le passage piéton qui sépare l'aérogare du parking. Ils ont une quinzaine de mètres à faire entre l'aérogare et la BMW blindée, parce que l'ami qui est venu chercher Codaccioni, il a une BMW blindée. Et là, un homme se présente derrière eux, ouvre le feu. Les témoins qui sont présents dans l'aérogare, il y a beaucoup de monde, c'est l'arrivée d'un avion, il y a évidemment du personnel de la police aux frontières, des douaniers, et tout le monde entend distinctement plusieurs éclats d'armes automatiques. Alors d'abord des coups très rapprochés, un léger silence, et puis de nouveaux coups un peu plus éloignés, et de nouveau une rafale. Ça dure à peine 20 secondes. 2 armes ont été utilisées, un fusil d'assaut puis un pistolet automatique. Un témoin, une douanière qui assiste à la scène, se souvient d'un détail surprenant. C'est une douanière qui a un chien des douanes et en fait elle est sortie pour le promener au niveau du parking de l'aéroport. Et effectivement, elle est alertée par les bruits qu'elle entend et à l'endroit où elle se trouve, elle est à la fois assez loin mais elle voit assez bien la scène et surtout elle a à côté d'elle une voiture, une Golf noire qui stationne avec quelqu'un au volant et cette personne va lui dire « Ne vous en faites pas, on tourne un film ».
C'est une scène de cauchemar qu'ont vécu ce midi des dizaines de voyageurs à l'aéroport de Poretta. Vers 11h30, des coups de feu éclatent. Entre les taxis et le parking, un homme s'effondre, mort. Selon nos informations, Tony Kilikini, qui est décédé sur place, venait chercher Jean-Luc Codaccioni de retour de Paris après une permission. Il devait rejoindre la maison d'arrêt de Borgo ce soir. Jean-Luc Codaccioni est grièvement blessé, il meurt quelques jours plus tard à l'hôpital. Son ami Antoine Kilikini a été tué sur le coup. Ils étaient tous les deux présentés comme des lieutenants de l'homme qui est considéré comme celui qui a décimé la brise de mer en 2008 et 2009. On l'a dit, Christophe Guazzelli était surveillé dans une enquête sur un trafic de drogue. Il est interpellé 6 mois après le double assassinat de l'aéroport de Bastia, le 12 juin 2018. Dans cette affaire, il est condamné le 5 juin 2023 à 10 ans de prison, 8 ans pour son frère aîné Richard. Damien Delsoni, les enquêteurs ont pu craquer les téléphones censés être inviolables, les téléphones PGP des trafiquants. Et concernant le double assassinat de l'aéroport de Bastia, Christophe Guazzelli a été confondu par plusieurs de ses propres messages. Des messages, il en a écrit beaucoup, avant et après, juste après. Des messages où il revendique clairement être le tueur de l'aéroport. Des messages notamment un envoyé à sa maman, où il lui dit en gros tu peux être fier de moi, j'ai vengé mon père. Et il y a également d'autres messages qui sont retrouvés sur le téléphone utilisé par Christophe Guazzelli qui sont assez clairs sur le fait qu'il n'est selon lui qu'au début de son projet criminel. Il dit voilà, j'en ai tué 2, mais je vais en tuer d'autres. Christophe Guazzelli ne savait pas à quoi ressemblait physiquement Jean-Luc Codaccioni. Quand la gardienne de prison est venue lui faire la bise, c'était un signal, une forme de baiser de la mort. Damien Delsoni, Cathy Sénéchal, la gardienne, était censée aller encore plus loin. Sa prochaine mission, c'était d'empoisonner un détenu incarcéré à la prison de Borgo en lui offrant un café empoisonné pour le tuer. Donc c'était son prochain objectif. Simplement cet objectif, il sera jamais réalisé parce que tout le monde va être arrêté avant qu'elle puisse mettre ce projet à exécution. Le procès du double assassinat de l'aéroport de Bastia va se tenir du lundi 6 mai au vendredi 5 juillet devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. 16 accusés vont comparaître, dont le tireur présumé Christophe Guazzelli. Damien Delsoni, au mois de juin et juillet 2023, il a fait une longue grève de la faim pour dénoncer ses conditions de détention. Une grève de la faim d'abord, puis même une grève de la soif pendant quelques semaines. Il était incarcéré à l'époque à la prison des Baumettes à Marseille sous un régime d'isolement complet. Et ce, depuis déjà pas mal de mois. Et ce régime d'isolement, évidemment, il crée des conditions de détention particulières. On voit personne, on est en promenade seul. Les visites familiales, elles existent, mais elles sont assez restreintes. Donc, évidemment, il vivait très mal ce régime de détention très strict. Il va tenir ce régime de grève de la faim pendant plus de 40 jours. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux et Raphaël Pueyo, réalisé par Pierre Chaffanjon. Merci Damien Delsoni. On vous retrouve aussi dans le podcast Crime Story aux côtés de Claudia Prolongeau. Crime Story, c'est une grande affaire criminelle chaque samedi. Et puis n'oubliez pas le 3e podcast du Parisien, Le Sacre, chaque mercredi jusqu'à Paris 2024. Les confidences de médaillés d'or olympiques et paralympiques au micro d'Anne-Laure Bonnet.